19 août 1942. Jungle dense près de la pointe Tiyu, canal de Guadalcanal. Le deuxième lieutenant Genjiro Imi de la 8e compagnie indépendante de canons anti-chars a enregistré des observations dans son journal qui ont capturé le choc que de nombreux soldats japonais ont ressenti en rencontrant les forces américaines. À travers l'épais feuillage des palmiers et des vignes étranglantes, Imi et 916 autres soldats du détachement du colonel Kona Ishiki venaient de débarquer de destroyers, complétant une insertion nocturne que le commandement japonais croyait être la première étape vers la reprise du terrain d'Henderson. On leur avait dit que les Américains étaient peut-être au nombre de 2000 hommes, mal entraînés, facilement effrayés, ramollis par des vies de luxe. Le colonel Ishiki lui-même avait rejeté les avertissements d'attendre des renforts. « Ce sont des Américains », dit-il à ses officiers. « Nous les balayerons à la mer avant le lever du soleil. » Ce que ces vétérans endurcis par les combats de Chine et d'Asie du Sud-Est ne savaient pas, c'est qu'ils étaient sur le point de rencontrer quelque chose de sans précédent dans les annales de l'armée impériale japonaise. Non seulement la défaite, qui était elle-même impensable pour des soldats qui n'avaient connu que la victoire depuis 1937, mais une démolition systématique de chaque hypothèse tactique, de chaque concept stratégique, de chaque certitude idéologique qui définissait la façon de faire la guerre japonaise. La jungle elle-même deviendrait une arme américaine. L'obscurité que les forces japonaises possédaient depuis le début de la guerre les trahirait, et la supériorité écrasante en équipement, en coordination et en pure capacité destructrice briserait le mythe de l'invincibilité japonaise au combat rapproché. La transformation avait commencé 2 semaines plus tôt, le 7 août, lorsque 11 000 Marines des États-Unis de la première division de Marines ont débarqué à la pointe Lunga. Les Lasernecks du général Alexander Vandegrift exécutaient l'opération Watchtower, la première opération offensive américaine de la guerre du Pacifique. Leur objectif semblait simple sur le papier, saisir le terrain d'aviation japonais presque achevé, établir un périmètre défensif, tenir la position jusqu'à être relevés. En réalité, ils étaient sur le point de mener la campagne la plus longue et la plus brutale de l'histoire du corps des Marines jusqu'à ce moment, dans un environnement qui mettrait l'endurance humaine à ses limites absolues. L'île elle-même était une vision d'enfer tropical. Le canal de Guadalcanal s'étendait sur 90 000 de long et 25 000 de large, son intérieur dominé par des montagnes atteignant 8 000 pieds dans des nuages perpétuels. La plaine côtière où se trouvait le terrain d'Henderson était une bande d'herbes kunai, de marécages et de jungle si épaisse que la visibilité tombait à quelques pieds seulement. La chaleur était étouffante, l'humidité ne descendant jamais en dessous de 90%. Les moustiques essaimaient en nuages si denses que les hommes les inhalaient. Les rivières et les ruisseaux qui semblaient clairs et accueillants sur les photographies de reconnaissance fourmillaient de parasites et de maladies. Le paludisme, la fièvre dingue, la dysenterie et les ulcères tropicaux désactiveraient finalement plus d'hommes que l'action ennemie. Mais ce premier matin, les Marines ont trouvé le terrain d'aviation presque sans défense. Les 2200 travailleurs de la construction japonais et 600 troupes navales ont fui dans la jungle, abandonnant l'équipement, les fournitures et, plus important encore, le terrain d'aviation lui-même. À la tombée de la nuit le 8 août, les ingénieurs américains travaillaient déjà à l'achèvement de la piste. Ils l'appelleraient terrain d'Henderson en l'honneur du major Lofton Henderson, un aviateur des Marines tué à Midway. En quelques jours, les premiers aéronefs atterriraient et l'île deviendrait le foyer de ce que l'histoire se souviendrait comme la force aérienne Cactus. La réponse japonaise a été rapide et catastrophique pour les forces navales américaines. Dans la nuit du 9 août, le vice-amiral Gunichi Mikawa a mené 7 croiseurs et un destroyer à travers l'obscurité dans une brillante attaque surprise. La bataille de l'île de Tsavo est devenue la pire défaite de l'histoire de la marine des États-Unis. 4 croiseurs lourds, l'USS Quincy, l'USS Vincennes, l'USS Astoria et l'HMS Canberra ont été envoyés par le fond en moins d'1 heure. Plus d'1 millier de marins sont morts dans les eaux enflammées. Les forces navales alliées survivantes se sont retirées, emportant avec elles la plupart des fournitures qui n'avaient pas encore été déchargées. Les Marines étaient échoués, coupés, face à un ennemi renforcé avec à peine la moitié de leur équipement et de leur nourriture. Ce que le haut commandement japonais n'a pas compris dans ces premiers jours d'août, c'est que le terrain d'Henderson était devenu la clé de tout. Le contrôle du terrain d'aviation signifiait le contrôle des mers environnantes pendant les heures de jour. Les aéronefs opérant depuis Henderson pouvaient frapper n'importe quel navire japonais à moins de 200 000. Ce seul fait dicterait la nature entière de la campagne. Les Japonais pouvaient posséder la nuit,
envoyant des troupes et des fournitures à bord de destroyers rapides dans des courses qui deviendraient connues sous le nom de Tokyo Express. Mais quand l'aube s'est levée, les aéronefs américains ont dominé les cieux. La situation stratégique exigeait que le Japon reprenne immédiatement le terrain d'Henderson avant que les Américains ne puissent fortifier leur position. Le quartier général impérial général a assigné la tâche à la 17e armée du lieutenant-général Harukishi Yakutake, basée à Rabaul. Yakutake n'avait que des forces limitées disponibles. La 35e brigade d'infanterie sous le major-général Kyotake Kawaguchi était à Palau. Le 4e régiment d'infanterie était aux Philippines. L'unité la plus proche était le 28e régiment d'infanterie du colonel Ishiki, qui avait été stationné près de Guam. Initialement destiné à l'opération Midway qui avait été annulée après le désastre naval en juin, le colonel Kona Ishiki était un instructeur d'école d'infanterie, avec une réputation de tacticien de première classe. Il était également connu pour être impulsif et avoir une confiance suprême dans l'esprit combattant japonais par rapport au matériel américain. Avant de partir pour le canal de Guadalcanal, Ichiki a reçu des ordres clairs d'attendre le reste de son régiment avant de tenter de reprendre le terrain d'aviation. Mais Ichiki avait très peu de respect pour les soldats américains. Il avait étudié les rapports de Chine, des Philippines, de partout où les forces japonaises avaient rencontré des troupes occidentales. Il manquait de discipline. Ils se sont effondrés sous la pression. Ils ne pouvaient pas égaler les guerriers japonais au combat rapproché. Dans la nuit du 18 août, 6 destroyers ont livré 917 hommes du premier élément d'Ichiki à la pointe Tiu, à 15 000 à l'est du périmètre américain. Le débarquement s'est déroulé sans problème. Non détecté par les forces américaines. Ichiki a immédiatement envoyé des patrouilles de reconnaissance pour évaluer la force ennemie et les positions défensives. C'était une décision tactique de routine qui s'avérerait fatale. Le 19 août, une patrouille de la compagnie A, 1er bataillon, 1er Marines, sous le commandement du capitaine Charles Brush, se déplaçait le long de la piste côtière vers la pointe Koi, quand ils ont repéré des soldats japonais. Les deux forces se sont heurtées dans un bref et violent échange de tirs. Les Marines ont tué 31 soldats japonais et capturé des documents qui ont révélé la présence d'une force ennemie importante dans la région. Plus important encore, les papiers capturés ont montré que les Japonais sous-estimaient gravement la force américaine. Le capitaine Brush s'est précipité vers le périmètre avec son renseignement. Le général Vandegrift a immédiatement compris ce qui allait se passer. Une attaque japonaise bientôt, probablement de l'Est. Il a ordonné au colonel Clifton Cates de renforcer les défenses le long du banc de sable, à l'embouchure de ce que les Marines appelaient la rivière Tenaru. C'était en réalité la rivière Ilu, mais l'erreur d'identification resterait dans tous les comptes ultérieurs. Cates a déployé le 2e bataillon du lieutenant-colonel Leonard Creswell, 1er Marines, le long de la rive, avec des mitrailleuses positionnées pour créer des champs de tir entrecroisés sur le banc de sable. Ce qui s'est passé ensuite deviendrait l'une des batailles les plus unilatérales de l'histoire du corps des Marines. Le colonel Ichiki, plutôt que d'attendre les renseignements de sa patrouille perdue ou des renforts, a décidé d'attaquer immédiatement. Dans la nuit du 20 août, au début du matin du 21 août, il a ordonné une attaque frontale directement sur le banc de sable. La doctrine japonaise mettait l'accent sur la supériorité de la puissance spirituelle et des attaques nocturnes agressives pour surmonter le feu ennemi. Ichiki croyait que ses vétérans pouvaient percer les défenses américaines par l'audace pure, et les combats rapprochés où les soldats japonais excellaient avec les baïonnettes et les grenades. Juste après minuit, le scout des îles Salomon Jacob Wusa, qui avait échappé aux captifs japonais après des heures de torture, s'est effondré dans les lignes marines avec un avertissement « Les Japonais arrivés ». Quelques minutes plus tard, l'attaque a commencé. Des centaines de soldats japonais ont chargé sur le banc de sable, criant des cris de guerre, tirant des fusils, lançant des grenades. Ils ont couru directement dans une zone de mort que les Marines avaient préparée avec une précision méthodique. Les mitrailleuses refroidies à l'eau Browning M1917A1 ont ouvert le feu. Ces armes, perfectionnées pendant la Première Guerre mondiale, étaient les héros méconnus de la puissance de feu des Marines. Chaque arme pouvait soutenir 600 coups par minute indéfiniment, tant que la chemise d'eau restait remplie. Les Marines les avaient positionnés dans des positions de soutien mutuel, de sorte qu'aucune zone du banc de sable ne restait découverte. Les soldats japonais tombaient par vagues alors que les lourdes balles de 30 calibres déchiraient la chair et les os. Ceux qui ont traversé le banc de sable ont rencontré des canons anti-chars de 37 mm chargés de munitions à cartouches, essentiellement des obus de fusils de chasse géants qui transformaient les hommes en viande déchiquetée. L'attaque a continué pendant des heures.
Vague après vague de soldats japonais ont chargé dans le feu des mitrailleuses. Certains ont atteint les positions marines et se sont engagés dans un combat rapproché. Les marines ont combattu avec des fusils, des couteaux, les poings, tout ce qui était disponible. Mais les préparatifs défensifs ont tenu bon. Les champs de tir entrecroisés ont empêché toute percée japonaise. À l'approche de l'aube, l'attaque du colonel Ishiki s'était complètement arrêtée. Plus de 800 de ses hommes gisaient morts ou mourants sur le banc de sable et dans l'eau peu profonde. L'aube n'a apporté aucun soulagement aux Japonais survivants. Le général Van de Grift a ordonné une contre-attaque utilisant des éléments du 1er bataillon, 1er Marines. 5 chars légers M3 Stuart ont traversé le banc de sable et ont commencé à chasser systématiquement les soldats japonais qui s'étaient mis à couvert dans les cocoteraies. Le correspondant de guerre Richard Tregaskis, regardant depuis une position marine, a décrit la scène. C'était fascinant de les voir s'affairant parmi les arbres, pivotant, se tournant, crachant des feuilles de flammes jaunes. Nous n'avions pas réalisé qu'il y avait autant de Japonais dans le bosquet. Groupe après groupe ont été chassés et abattus par les obus à cartouches des chars. À midi le 21 août, la bataille du Tenaru était terminée. Des 917 soldats japonais qui avaient débarqué à la pointe Tiyu, environ 800 étaient morts. Environ 128 survivants, principalement des unités de soutien qui étaient restées près du site de débarquement, ont disparu dans la jungle. Ils enverraient un message radio au quartier général de la 17e armée signalant le désastre. Parmi les morts se trouvait le colonel Ichiki lui-même, bien que les contes diffèrent sur la façon dont il est mort. La version officielle japonaise prétendait qu'il avait brûlé les couleurs de son régiment et s'était suicidé rituellement. Certains témoins ont insisté sur le fait qu'il était mort en menant une charge finale. Les pertes des Marines étaient d'environ 40 tués et blessés. L'impact psychologique sur les soldats japonais survivants était dévastateur. Les documents capturés et les comptes d'après-guerre ont révélé le choc d'apprendre qu'un régiment entier avait été anéanti en une seule nuit. Les Américains n'avaient pas combattu de la manière que la doctrine japonaise prédisait. Ils n'ont pas paniqué lors d'une attaque nocturne. Ils n'ont pas cédé quand chargés par des guerriers hurlants. Au lieu de cela, ils avaient attendu dans des positions préparées, permis aux Japonais d'entrer dans les zones de mort et les avaient systématiquement détruits avec un feu concentré. La révélation la plus dévastatrice est venue de l'examen de l'équipement capturé et de l'évaluation du champ de bataille. Les Américains possédaient un niveau de richesse matérielle que le renseignement japonais n'avait complètement pas compris. Les mitrailleuses Browning ne se sont jamais enrayées, ne se sont jamais surchauffées au-delà de leur capacité de conception, ne se sont jamais défaillies en raison d'un mauvais entretien ou de pièces de rechange inadéquates. Chaque marine semblait porter plus de munitions qu'un escadron japonais entier. Le soutien d'artillerie que les Marines pouvaient appeler dépassait tout ce que les Japonais pouvaient déployer. Et la coordination entre l'infanterie, l'artillerie et même le feu naval des navires au large représentait un système intégré de destruction que les forces japonaises n'avaient jamais rencontré. Quelques jours après le désastre du Tenaru, d'autres forces japonaises étaient déjà en route vers le canal de Guadalcanal. L'amiral Isoroku Yamamoto a organisé une opération navale massive pour soutenir la prochaine tentative de reprise du terrain d'Henderson. 3 navires de transport lents ont quitté Truk le 16 août, transportant les 1400 soldats restants du régiment d'Ishiki, plus 500 Marines navales. Après la bataille navale des Salomon orientales, qui a entraîné des dommages importants à l'un des transports, le commandement japonais a décidé d'abandonner complètement les navires de transport lents. Au lieu de cela, ils utiliseraient des destroyers pour ce qui devint connu sous le nom de course du Tokyo Express. Entre le 29 août et le 4 septembre, divers destroyers et croiseurs légers ont livré près de 5000 troupes de la 35e brigade d'infanterie du major général Kawaguchi à la pointe Tiyu. Le Tokyo Express a fonctionné brillamment comme méthode de transport d'hommes. Les destroyers pouvaient faire l'aller-retour des îles Shortland au canal de Guadalcanal en une seule nuit, minimisant l'exposition aux attaques aériennes américaines. Mais la méthode avait une faiblesse critique. L'équipement lourd ne pouvait pas être transporté de cette façon. Les pièces d'artillerie, les chars, les camions et, plus important encore, les vivres et les munitions adéquates devaient être laissés de côté. Cette réalité logistique condamnerait finalement chaque offensive japonaise sur le canal de Guadalcanal. Les soldats arrivaient avec seulement ce qu'ils pouvaient porter. Ils dépendaient du fourrage local et des fournitures qui pouvaient être infiltrées à travers les lignes américaines. À mesure que la campagne se poursuivait, les troupes japonaises se trouveraient à combattre non seulement contre la puissance de feu américaine, mais contre la famine elle-même. Le général Kawaguchi a fixé le 12 septembre comme date de son assaut sur le terrain d'Henderson. Son plan prévoyait une attaque à 3 volets.
une force frapperait de l'ouest le long de la zone côtière. Une deuxième force attaquerait du sud, pénétrant à travers une jungle dense pour frapper ce que le renseignement japonais croyait être le point le plus faible des défenses américaines. Kawaguchi lui-même mènerait l'effort principal du sud, s'approchant le long d'une crête intérieure qui dominait le terrain d'Henderson. Ce que Kawaguchi ne savait pas, c'est que le renseignement des Marines avait déjà identifié cette crête comme l'avenue d'approche la plus probable. Le lieutenant-colonel Merritt Edson, commandant du 1er bataillon de Raiders, a mené un raid sur le village de Tasimboko le 8 septembre et a découvert d'énormes dépôts de fournitures, indiquant qu'une grande force japonaise se concentrait dans la région. Edson a immédiatement compris le plan japonais. Il viendrait du sud en utilisant la crête comme itinéraire d'approche. Edson a demandé la permission d'établir une ligne défensive sur la crête elle-même. Le général Vandergrift a approuvé. Les 9 et 10 septembre, Edson a positionné approximativement 840 Marines de ses raiders et du 1er bataillon de parachutistes le long de la crête. Il a sélectionné les positions défensives avec le même soin méthodique qui avait caractérisé les défenses de Tenaru, des mitrailleuses positionnées pour créer un feu croisé. Les équipes de mortiers ont enregistré les routes d'approche probables. L'artillerie du 11e Marines a tracé les missions de feu défensif. Chaque avantage du terrain et de la puissance de feu a été calculé et préparé. La crête elle-même était une épine de corail étroite d'approximativement 1000 mètres de long, composée de 3 collines distinctes couvertes d'herbes kunai et d'arbres éparses. Des ravins profonds bordaient les deux côtés, densément boisés et par endroits impénétrables. C'était le terrain parfait pour une attaque nocturne par l'infanterie qui s'infiltre. C'était aussi, si bien défendu, un champ de mort. La nuit du 12 septembre, les forces de Kawaguchi ont commencé leur assaut. Contrairement à la charge frontale d'Ishiki, c'était une attaque plus sophistiquée. L'infanterie japonaise s'est infiltrée à travers les ravins des deux côtés de la crête, tentant d'envelopper les positions américaines. De petites unités ont sondé les points faibles. Quand ils les ont trouvés, des forces plus importantes se sont concentrées pour des tentatives de percée. Le combat était sauvage et confus. Dans l'obscurité, les Marines se sont parfois trouvés engagés dans un combat rapproché avec des soldats japonais qui s'étaient infiltrés à portée de grenades. Mais les préparatifs défensifs ont tenu. Quand les forces japonaises se sont concentrées pour des tentatives de percée, les mortiers et l'artillerie des Marines les ont détruits. Le 11e Marines a tiré plus de 2000 obus pendant la nuit, larguant des obus à fragmentation si près des positions des Marines que les éclats ont blessé les troupes amies. Les équipes de mitrailleuses ont tiré jusqu'à ce que leurs canons rougissent dans l'obscurité. Les Marines individuels ont combattu avec des fusils, des pistolets, des couteaux, des outils de tranchée, tout ce qui leur tombait sous la main. Le sergent-major Jacob Wauser, le même éclaireur qui avait averti de l'attaque de Tenaru, s'est déplacé dans les lignes, encourageant les Marines et pointant les routes d'infiltration japonaises. Le sergent John Baslone a occupé une position de mitrailleuse qui est devenue critique pour la défense. Quand ses équipes de mitrailleuses ont été tuées ou blessées, Baslone a continué à tirer seul, repoussant vague après vague d'attaques japonaises. Il recevrait plus tard la médaille d'honneur pour ses actions cette nuit-là. 2 Marines ont reçu la médaille d'honneur à la crête d'Edson et 19 ont reçu la croix de la marine. À l'aube du 13 septembre, l'attaque japonaise n'avait pas réussi à percer, mais Kawaguchi avait plus de troupes disponibles et s'est préparé à renouveler l'assaut. La nuit suivante, Edson a retiré ses lignes vers le centre de la crête, consolidant ses forces. Le général Vandergrift a envoyé des renforts, portant la force défensive totale à approximativement 2500 hommes. Les Japonais attaqueraient à nouveau, mais cette fois les Marines étaient prêts, avec des positions encore plus fortes et un feu concentré plus important. Le combat de la deuxième nuit a été encore plus intense que le premier. Kawaguchi a jeté ses forces restantes dans des tentatives désespérées de percer avant que les renforts américains ne rendent la position imprenable. Les soldats japonais ont chargé à plusieurs reprises, mourant par centaines sous le feu des mitrailleuses. Certaines attaques se sont rapprochées à 50 yards du poste de commandement d'Edson avant d'être arrêtées. À un moment donné, la situation était si désespérée qu'Edson lui-même a saisi un fusil et a rejoint la ligne de tir. Mais encore une fois, la puissance de feu américaine et la préparation défensive ont prévalu. À l'aube du 14 septembre, l'offensive de Kawaguchi s'était complètement effondrée. Les pertes japonaises étaient stupéfiantes. Approximativement 830 à 850 soldats japonais sont morts sur et autour de la crête d'Edson,
Les pertes des Marines se sont élevées à approximativement 104 tués et plus de 200 blessés entre les bataillons de Raiders et de parachutistes. La crête, qui serait à jamais connue sous le nom de Bloody Ridge ou crête d'Edson, était devenue un monument à l'efficacité de la doctrine défensive américaine. Pour les soldats japonais qui ont survécu, la bataille représentait un autre choc profond à leur compréhension de la guerre. Les journaux intimes capturés et les récits d'après-guerre décrivaient systématiquement la même réalisation. Les forces japonaises s'attendaient à combattre d'autres infanteries dans l'obscurité, où leur entraînement et leur esprit triompheraient. Au lieu de cela, ils ont rencontré l'artillerie, les mitrailleuses et les mortiers, tous concentrés avec une précision qu'ils ne pouvaient pas égaler. Les commandants américains savaient que les Japonais venaient. Ils ont préparé des zones de mort, ils ont attendu que les forces japonaises entrent, puis ils les ont détruits avec un appui de feu coordonné. Les batailles à Tenero et Bloody Ridge ont établi des modèles qui se répéteraient tout au long de la campagne de Guadalcanal. Les forces japonaises lanceraient des attaques basées sur le courage, les tactiques nocturnes et l'expertise du combat rapproché. Les forces américaines répondraient avec une puissance de feu écrasante, des opérations d'armes combinées coordonnées et des positions défensives soigneusement préparées pour maximiser leurs avantages. Le résultat était prévisible. Les pertes japonaises seraient catastrophiques. Les pertes américaines seraient importantes, mais durables. Mais les chiffres seuls ne capturent pas l'horreur de la guerre de jungle à Guadalcanal. L'environnement lui-même est devenu une arme qui tuait sans impartialité. Le paludisme a infecté presque tous les hommes qui ont passé plus de quelques semaines sur l'île. En décembre 1942, la première division des Marines signalerait plus de 8000 cas de paludisme. Les maladies tropicales ont incapacité approximativement 2/3 de la division. La dysenterie était universelle. Les hommes souffraient d'infections fongiques qui rongeaient la peau. La pourriture de la jungle causait des plaies ouvertes qui ne guérissaient jamais dans la chaleur humide. Les problèmes dentaires sans traitement ont conduit à des dents abcédées et à des infections systémiques. Les Japonais ont souffert encore pire. Leur situation d'approvisionnement signifiait une nourriture inadéquate dès le début. Les soldats étaient censés recevoir des rations de campagne, mais le Tokyo Express pouvait rarement en livrer suffisamment. Les hommes subsistaient de ce qu'ils pouvaient trouver, complétés par des livraisons occasionnelles de riz qui devaient être étirées de manière impossible. La famine est devenue une compagne constante. Les fournitures médicales étaient presque inexistantes. La quinine pour la prévention du paludisme s'est épuisée rapidement et n'a jamais été adéquatement réapprovisionnée. Les soldats blessés sont souvent morts d'infections qui auraient été facilement traitables avec des médicaments appropriés. Les documents japonais capturés plus tard dans la campagne ont peint un tableau horrifiant des conditions. Un rapport d'un officier médical de fin octobre notait que plus de 60% des forces de la 17e armée à Guadalcanal étaient incapacitées par la maladie ou la malnutrition. L'efficacité au combat était tombée à peut-être 30% de la force autorisée. Les soldats mouraient à un taux de 50 par jour, la plupart de la famine et de la maladie plutôt que de blessures de combat. Les navires de ravitaillement américains, protégés par les aéronefs du champ de Henderson pendant les heures de jour, livraient régulièrement de la nourriture, des munitions, des fournitures médicales et de l'équipement de remplacement. Les pénuries se sont produites, particulièrement en août et début septembre quand des défaites navales ont laissé les Marines temporairement coupés, mais celles-ci étaient temporaires. En octobre, le flux d'approvisionnement était devenu fiable. Les Marines mangeaient des rations en conserve qui, bien que peu appétissantes, fournissaient des calories et une nutrition adéquate. Les munitions étaient suffisamment abondantes pour que les mitrailleurs puissent tirer jusqu'à l'usure de leurs canons, puis demander des remplaçants. Les soins médicaux comprenaient des hôpitaux de campagne avec des capacités chirurgicales, du plasma pour les transfusions sanguines, des médicaments à base de soufre pour les infections, et l'évacuation éventuelle des cas graves vers les hôpitaux de l'arrière. La logistique japonaise consistait en tout ce qui pouvait être transporté sur les ponts des destroyers ou infiltré à travers les lignes américaines. Les soldats ont appris à faire durer une seule boule de riz une journée entière. Les munitions étaient conservées au point que les ordres restreignaient souvent le feu à seulement quand c'était absolument nécessaire. Les soins médicaux signifiaient un pansement si vous aviez de la chance, une amputation sans anesthésie si vous aviez de la malchance, ou la mort si votre blessure s'infectait. Les soldats gravement blessés se voyaient souvent remettre des grenades et étaient laissés pour se suicider plutôt que de charger leurs unités ou de risquer la capture. À la fin octobre, les Japonais ont lancé leur plus grande offensive de la campagne. Le général Ayakutake lui-même est venu à Guadalcanal pour commander personnellement l'opération.
Il a apporté des éléments de la 2e division, y compris des troupes expérimentées de Chine. Le plan prévoyait des attaques coordonnées de plusieurs directions, avec l'effort principal venant du sud à travers une jungle dense, similaire à l'approche de la crête sanglante. Cette fois, cependant, les forces japonaises auraient plus d'hommes, une meilleure coordination et un appui d'artillerie qui avait finalement été livré via les destroyers. L'offensive a commencé le 23 octobre avec une attaque préliminaire de l'ouest. 9 chars japonais, rares à Guadalcanal en raison de la difficulté de les transporter, ont mené un assaut à travers la rivière Mataneka. Les défenseurs américains, y compris des éléments du régiment d'infanterie de la 164e division américaine nouvellement arrivée, étaient prêts. Les canons anti-chars, l'artillerie et même un char M3 Stewart ont mis hors de combat les 9 chars homosexés en succession rapide. L'attaque s'est effondrée avec de lourdes pertes. L'assaut principal a eu lieu la nuit du 24 au 25 octobre. Approximativement 5600 troupes japonaises sous le commandement du général de division Yumio Nasu ont attaqué du sud, espérant percer les lignes américaines au sud du champ de Henderson. Ils ont fait face au 1er bataillon 7e Marines sous le commandement du lieutenant-colonel Lewis Chesty Puller, renforcé par des éléments du régiment d'infanterie de la 164e. Le combat de cette nuit est devenu légendaire dans l'histoire du corps des Marines. Les attaques japonaises se sont succédées toute la nuit. Les percées individuelles ont été scellées par des contre-attaques immédiates. Les mitrailleurs ont tiré jusqu'à ce que leurs armes défaillent, puis ont saisi des fusils et ont continué à combattre. L'artillerie du 11e Marines a tiré des missions dangereuses qui ont atterri à quelques yards des positions des Marines. Au large, le cuirassé USS Washington se tenait prêt à fournir un appui de feu naval si on l'appelait. À un moment critique, seul un bataillon de Marines se tenait entre les forces japonaises et le champ de Henderson, mais ils n'ont pas cédé. Le sergent John Basilone, qui s'était distingué à Bloody Ridge, est devenu à nouveau critique pour la défense. Quand les munitions ont manqué pour sa section de mitrailleuses, Basilone a personnellement transporté des munitions sous le feu ennemi pour garder ses armes opérationnelles. Il a réparé les mitrailleuses endommagées sous le feu. Quand une position de mitrailleuse a été submergée, il a saisi un pistolet 45 et a mené une contre-attaque qui a rétabli la ligne. À l'aube du 25 octobre, l'offensive japonaise avait échoué. Le général Nasu était mort, tué par le feu des mitrailleuses lors de l'une des attaques nocturnes. Plus de 2000 soldats japonais sont morts dans la tentative de percer. Les pertes américaines se sont élevées à plusieurs centaines de tués et de blessés. Grave mais durable. Octobre 1942 a également vu des engagements navals majeurs qui ont décisivement changé l'équilibre des pouvoirs autour de Guadalcanal. La bataille navale de Guadalcanal, menée sur 4 jours du 12 au 15 novembre, a vu certains des combats de surface les plus intenses de l'histoire navale. Dans une mêlée nocturne confuse, le 13 novembre, les croiseurs et destroyers américains ont engagé une force de bombardement japonaise qui comprenait les cuirassés Hei et Kirishima. L'amiral de division Daniel Callahan et l'amiral de division Norman Scott, les 2 seuls officiers généraux américains tués dans les engagements de surface de la Seconde Guerre mondiale, sont morts au combat. Les Américains ont perdu 2 croiseurs légers et 4 destroyers. 3 autres destroyers ont été endommagés, mais les Japonais ont perdu le cuirassé Hei désactivé dans l'action nocturne et coulé par les aéronefs le jour suivant. Plus important encore, la mission de bombardement a échoué. Le champ de Henderson est resté opérationnel. La nuit du 14 au 15 novembre, le cuirassé Kurishima a tenté un autre bombardement, mais a été intercepté par l'USS Washington et l'USS South Dakota. Dans un affichage dévastateur de la balistique dirigée par radar américaine, Washington a mis 9 obus de 16 pouces dans Kishima, à des portées où les observateurs japonais pouvaient à peine voir leur cible. Kurishima a coulé avec une lourde perte de vie. Peut-être plus significativement, les aéronefs et navires de surface américains ont détruit un convoi japonais tentant de débarquer la 38e division avec du matériel lourd. Sur 11 navires de transport, seulement 4 ont atteint Guadalcanal, et ceux-ci ont été détruits par les aéronefs et l'artillerie avant qu'ils ne puissent complètement décharger. Les pertes japonaises du convoi ont dépassé 5000 hommes. C'était la dernière tentative sérieuse de renforcer Guadalcanal avec une grande force terrestre correctement équipée. Pour les troupes japonaises déjà sur l'île, novembre a marqué le début de la fin. Ils s'attendaient à des renforts et à un réapprovisionnement. Au lieu de cela, ils ont appris que les batailles navales avaient échoué, que les convois avaient été détruits, qu'aucune aide supplémentaire ne venait.
Les rations ont été réduites à nouveau. Les hommes qui mouraient déjà de faim ont été informés de survivre avec encore moins. Les fournitures médicales qui avaient été critiquement insuffisantes sont devenues inexistantes. Les malades et les blessés remplissaient les hôpitaux de campagne improvisés où les médecins ne pouvaient que regarder les hommes mourir. Les journaux intimes japonais capturés de cette période ont peint un tableau d'effondrement lent. Les entrées décrivaient les rations de riz réduites à 1 boule par jour. La maladie se propageait partout, les corps brûlaient quand les soldats avaient la force, la réalisation qu'aucun approvisionnement supplémentaire ne venait. Les hommes mangeaient de l'herbe et de l'écorce, les morts de plantes empoisonnées, la détérioration des soldats en nombres affamés, désespérés. Décembre a apporté le jugement final. Le commandement japonais à Rabaul a pris la décision d'évacuer Guadalcanal. Ils ne pouvaient pas admettre publiquement la défaite, mais en privé, ils ont reconnu que poursuivre l'opération signifiait la destruction complète de la 17e armée. Approximativement 11 000 soldats japonais restaient sur l'île, en baisse par rapport à une force maximale de 36 000. De ces 11 000, peut-être 7 000 étaient assez en forme pour marcher. Le reste était malade, blessé ou tellement affaibli par la famine qu'ils pouvaient à peine ramper. L'évacuation, désignée Opération K, serait l'une des opérations japonaises les plus réussies de toute la guerre. Utilisant des courses de destroyers similaires au Tokyo Express, les forces navales japonaises ont extrait 10 652 hommes sur 3 nuits en début février 1943. C'était un exploit remarquable dans des circonstances difficiles, mais il ne pouvait pas dissimuler l'ampleur de la défaite. Les forces japonaises à Guadalcanal ont atteint une force maximale d'approximativement 36 000 personnels. De ceux-ci, environ 25 000 à 30 000 sont morts, environ 14 800 tués au combat et 10 000 à 15 000 de la maladie et de la famine. Les pertes américaines étaient également graves mais durables. Les unités de Marines et d'armée qui ont combattu à Guadalcanal ont perdu approximativement 1600 tués au combat, 4 200 blessés et plusieurs milliers de plus temporairement incapacités par les maladies tropicales. Mais l'industrie et la main-d'œuvre américaine pouvaient remplacer ces pertes. De nouvelles divisions s'entraînaient déjà. Les navires et les aéronefs étaient produits plus vite qu'ils ne pouvaient être perdus. L'initiative stratégique avait définitivement changé. L'impact psychologique de Guadalcanal sur la pensée militaire japonaise ne peut pas être surestimé. Pour la première fois, les forces japonaises avaient été vaincues dans un combat terrestre soutenu. Chaque offensive avait échoué. Chaque tentative d'appliquer la doctrine tactique traditionnelle japonaise avait entraîné des pertes catastrophiques. La révélation que les forces américaines n'étaient pas seulement matériellement supérieures, mais aussi tactiquement compétentes, bien dirigées et capables de supporter des conditions terribles, a détruit les hypothèses d'avant-guerre. Les officiers japonais qui ont survécu à Guadalcanal et qui ont écrit des mémoires par la suite ou qui ont été interrogés après la guerre ont constamment souligné plusieurs thèmes. Premièrement, ils avaient complètement sous-estimé les qualités de combat américaines. Deuxièmement, la disparité dans l'équipement et les fournitures était bien plus grande que ce que le renseignement avait suggéré. Troisièmement, la logistique japonaise était fondamentalement inadéquate pour les opérations soutenues contre un ennemi qui contrôlait la mer et l'air. Quatrièmement, la puissance spirituelle et la compétence tactique étaient insuffisantes contre les désavantages systématiques en puissance de feu et en ressources. Les comptes rendus d'après-guerre des vétérans japonais ont révélé une évaluation cohérente. Ils avaient cru qu'ils étaient des guerriers supérieurs. Ils s'entraînaient plus dur, acceptaient la mort plus facilement, maîtrisaient les combats nocturnes et les combats rapprochés. Mais à Guadalcanal, ils ont appris que la guerre est décidée par les systèmes. Les Américains avaient des systèmes pour tout. Des systèmes pour l'approvisionnement, pour les soins médicaux, pour le soutien de l'artillerie, pour la coordination aérienne. Chaque système fonctionnait. Les systèmes japonais ont échoué parce qu'ils n'avaient jamais été construits correctement dès le départ. Les vétérans japonais qui ont survécu à la campagne et qui ont été interrogés par la suite ont fourni des comptes rendus détaillés qui contredisaient les explications officielles japonaises de la défaite. Ils ont reconnu que les forces américaines se battaient superbement la nuit en défendant des positions préparées. Ils ont admis que les Américains ont enduré le paludisme, la dysenterie et des conditions terribles tout en maintenant l'efficacité au combat parce que la logistique les soutenait. Ils ont reconnu que la puissance de feu américaine était écrasante, coordonnée et précisément livrée.
Un seul bataillon américain avait plus de puissance de feu efficace qu'un régiment japonais entier. Les aspects techniques de la supériorité américaine étaient importants. Les forces japonaises à Guadalcanal se battaient avec des fusils Arizaka, des armes à verrou nécessitant un cycle manuel entre les tirs. Les Marines américains portaient initialement des fusils Springfield modèle 1903, également à verrou, mais complétés par le fusil semi-automatique Garand modèle 1, comme ceux-ci devenaient disponibles. La capacité de 8 cartouches du Garand et son fonctionnement semi-automatique offraient des avantages dans les échanges de tirs. Les mitrailleuses racontaient une histoire encore plus frappante. La mitrailleuse Browning modèle 1917 AA1 américaine était refroidie à l'eau et pouvait maintenir le feu indéfiniment tant que l'eau et les munitions étaient disponibles. Les mitrailleuses japonaises, principalement le type 96 et le type 99, étaient plus légères et plus portables, mais manquaient de capacité de tir soutenu. Dans les positions défensives, cette différence était décisive. La supériorité de l'artillerie était peut-être la plus importante. Les 11e Marines exploitaient des obusiers de batte modèle 1A1 de 75 mm qui pouvaient être démontés et transportés à travers le terrain de la jungle. Ces armes de 75 mm fournissaient un soutien de feu réactif et précis. Les observateurs avancés avec les unités d'infanterie pouvaient demander des missions de tir et recevoir des obus en quelques minutes. L'artillerie japonaise à Guadalcanal était limitée, difficile à déplacer à travers la jungle et chroniquement à court de munitions. Le tir naval ajoutait une autre dimension que les forces japonaises ne pouvaient pas égaler. Les destroyers et les croiseurs au large pouvaient livrer des bombardements sur les positions japonaises ou fournir un soutien de feu réactif pour les unités terrestres des Marines. La communication radio entre les observateurs basés à terre et les navires navals permettait un ciblage précis. La puissance aérienne est devenue de plus en plus dominante à mesure que la campagne progressait. La force aérienne Cactus, opérant depuis le terrain d'Henderson dans des conditions terribles, a progressivement établi la supériorité aérienne sur Guadalcanal. Les pilotes des Marines et de l'armée de l'air volant sur des Wildcat F-4F, des Arakobra P-39 et des Warhawk P-40 ont intercepté les raids de bombardiers japonais. Les bombardiers en piqué Dauntless SBD ont frappé les positions japonaises, les navires de ravitaillement et les concentrations de troupes. Les forces aériennes japonaises de Rabaul devaient voler aux limites extrêmes de leur portée, ce qui leur donnait un temps minimal au-dessus de la cible. L'offensive terrestre américaine finale en janvier 1943 a démontré à quel point l'équilibre avait changé. Le général de division Alexander Patch, commandant le 14e corps, incluant maintenant à la fois les divisions des Marines et de l'armée, a lancé des attaques coordonnées qui ont systématiquement réduit les positions japonaises restantes. L'offensive avait un soutien écrasant de l'artillerie, de la puissance aérienne et du tir naval. La résistance japonaise, bien que déterminée, était entravée par la famine, la maladie et les pénuries de munitions. Le 9 février 1943, les patrouilles américaines ont découvert que les forces japonaises avaient évacué. Le général Patch a envoyé son célèbre message à l'amiral Halsey. L'Express de Tokyo n'a plus de terminus à Guadalcanal. La campagne était terminée. 6 mois de combat avaient entraîné la première grande victoire terrestre américaine contre le Japon. Plus important encore, cela a établi des modèles et révélé des vérités qui façonneraient le reste de la guerre du Pacifique. Les leçons que les survivants japonais ont tirées de Guadalcanal ont été dévastatrices pour la doctrine militaire d'avant-guerre. Le mythe de la supériorité du guerrier japonais avait été brisé. Le courage individuel et la compétence tactique étaient inadéquates contre les désavantages systématiques. Les attaques nocturnes et les combats rapprochés, les caractéristiques des succès tactiques japonais en Chine ont échoué contre les positions défensives américaines. L'approvisionnement et la logistique n'étaient pas des préoccupations secondaires, mais des exigences fondamentales pour le combat soutenu. La supériorité aérienne et navale déterminait les résultats sur terre. Ces leçons apprises dans le sang et la famine à Guadalcanal auraient dû réformer fondamentalement la pensée militaire japonaise. Certains officiers ont reconnu les implications. Le colonel Masanobu Tsuji, un officier d'état-major qui a visité Guadalcanal pendant la campagne, a écrit par la suite que le Japon devait complètement réévaluer sa stratégie. Les Américains, a-t-il observé, menaient une guerre industrielle où la production de matériel déterminait les résultats. Le Japon ne pouvait pas gagner une guerre industrielle contre la capacité productive américaine. Mais la culture militaire japonaise, construite sur des générations de traditions et de victoires récentes, ne pouvait pas facilement accepter une révision aussi fondamentale.
L'explication officielle de Guadalcanal a blâmé les fournitures inadéquates, les défaites navales et la force inattendue des défenses américaines. Elle n'a pas reconnu que la doctrine tactique japonaise elle-même était défectueuse, que toute la conception de la guerre qui avait bien servi le Japon contre la Chine était obsolète contre un adversaire industriel moderne. Ces soldats japonais qui ont survécu à Guadalcanal et qui ont été capturés par la suite ou qui ont survécu à la guerre sont devenus des témoins d'une transformation qu'ils n'avaient jamais attendue. Ils avaient entré la campagne en tant que guerriers confiants d'un empire invincible. Ils ont quitté en tant que survivants affamés et rongés par la maladie d'une défaite catastrophique. Beaucoup ont décrit par la suite Guadalcanal comme le moment où ils ont d'abord compris que le Japon perdrait la guerre. Les témoignages d'après-guerre des vétérans japonais ont capturé cette transformation psychologique. Ils ont reconnu avoir appris des vérités que les dirigeants avaient cachées. Les Américains n'étaient pas faibles, mais écrasamment forts. Non seulement dans les armes, mais dans l'organisation, la logistique, le leadership et la capacité à soutenir les opérations de combat. Les forces japonaises se battaient avec courage et compétence. Cela n'avait pas d'importance. Les forces américaines se battaient avec des systèmes et des ressources que les forces japonaises ne pouvaient pas égaler. La perspective américaine sur Guadalcanal a souligné des leçons différentes. Pour les Marines et les soldats qui se sont battus là, la campagne a prouvé que les forces américaines pouvaient égaler les troupes japonaises dans la brutalité du combat en jungle. La mythologie de l'invincibilité japonaise avait été détruite. La doctrine défensive américaine fonctionnait. La coordination des armes combinées était efficace. Les soldats américains individuels, correctement entraînés et équipés, étaient plus que capables de vaincre les forces japonaises. Mais les Américains ont également appris le respect pour les soldats japonais en tant qu'adversaires coriaces, déterminés et compétents, qui se battraient jusqu'à la mort plutôt que de se rendre. La volonté des forces japonaises de continuer à attaquer face à des chances désespérées, d'endurer la famine plutôt que d'abandonner, de mourir plutôt que de battre en retraite, a fait une impression profonde. Le contraste entre les approches des deux côtés concernant le bien-être des prisonniers et la reddition illustrait des différences culturelles fondamentales. Les forces américaines ont fait des efforts pour encourager la reddition japonaise, en distribuant des tracts, en diffusant des messages radio, en offrant des soins médicaux et de la nourriture aux prisonniers. Ces efforts ont eu un succès minimal. Sur environ 36 000 troupes japonaises qui ont servi à Guadalcanal, moins de 1000 ont été capturées vivantes, et la plupart d'entre elles étaient trop malades ou blessées pour résister. Les implications stratégiques de Guadalcanal s'étendaient bien au-delà de l'île elle-même. L'échec du Japon à reprendre le terrain d'Henderson et l'évacuation éventuelle ont démontré que le périmètre défensif japonais pouvait être pénétré. La stratégie alliée a changé des opérations défensives aux campagnes offensives. Les avantages industriels et matériels que l'Amérique possédait pouvaient être traduits en victoires militaires s'ils étaient appliqués systématiquement. Pour le Japon, Guadalcanal marquait le début de la fin. La perte de troupes expérimentées, de pilotes et de navires ne pouvait pas être remplacée à un rythme approchant celui auquel l'Amérique produisait de nouvelles forces. La décision d'évacuer a admis, aussi discrètement que possible, que le Japon ne pouvait pas soutenir une guerre d'usure contre la puissance industrielle américaine. Les vétérans de Guadalcanal des deux côtés ont porté leurs expériences pour le reste de leur vie. Les Marines et les soldats américains qui ont survécu à la campagne sont devenus des cadres pour de nouvelles unités, transmettant des leçons difficiles sur la guerre en jungle, les tactiques défensives et la coordination des armes combinées. La première division des Marines retirée de Guadalcanal en décembre 1942 a nécessité des mois de repos et de réadaptation avant de retourner au combat. Les survivants japonais ont fait face à un avenir encore plus sombre. Ceux qui ont été évacués pendant l'opération K ont été dispersés dans d'autres unités dans tout le Pacifique, portant avec eux le fardeau psychologique de la défaite et la connaissance que les forces américaines étaient bien plus formidables que la propagande d'avant-guerre l'avait suggéré. Beaucoup mourraient dans les batailles ultérieures alors que la position stratégique du Japon continuait à se détériorer. L'île de Guadalcanal elle-même portait les cicatrices de 6 mois de combats intenses pendant des décennies par la suite. Les épaves d'aéronefs, les véhicules détruits, l'équipement abandonné et les munitions non explosées jonchaient les jungles et les zones côtières. Le terrain d'Henderson, agrandi et amélioré pendant et après la campagne, a servi de base alliée majeure pour les opérations ultérieures aux Salomon. Pour les historiens militaires et les stratèges, Guadalcanal a fourni des études de cas sur les opérations amphibies, la guerre en jungle, la logistique, la coordination air-sol et l'intégration de la puissance navale aux opérations terrestres.
La campagne a démontré que la guerre moderne nécessitait plus que des soldats courageux et une compétence tactique. Elle nécessitait une capacité industrielle, une logistique efficace, une supériorité technologique et la capacité à soutenir les opérations sur des périodes prolongées. Le coût humain de Guadalcanal était stupéfiant des deux côtés. Plus de 7000 marins et soldats américains et japonais sont morts dans les batailles navales autour de l'île. Sur Terre, les pertes américaines ont dépassé 7000 tués, blessés ou disparus. Les pertes japonaises ont dépassé 30 000 de toutes causes. Des milliers d'autres des deux côtés ont souffert de maladies et de conditions qui affecteraient leur santé pour le reste de leur vie. Mais l'importance stratégique justifiait en termes militaires le coût terrible. Guadalcanal représentait le tourment où les forces alliées ont changé de la défense à l'offensive dans le Pacifique. Elle a démontré que le Japon pouvait être vaincu dans le combat terrestre. Elle a établi des modèles de supériorité aérienne et navale qui caractériseraient le reste de la guerre. L'histoire des troupes japonaises rencontrant la guerre en jungle américaine à Guadalcanal est finalement une histoire sur la collision entre deux approches fondamentalement différentes de la guerre moderne. D'un côté croyait à la suprématie de l'esprit du guerrier, le courage surpassant les désavantages matériels, les tactiques produisant la victoire indépendamment des ressources. L'autre côté croyait à l'application systématique de la puissance industrielle, la logistique et la puissance de feu comme multiplicateur de force, la coordination des armes combinées comme la clé du succès. La jungle de Guadalcanal est devenue le creuset où ces philosophies conflictuelles se sont rencontrées. Le résultat, bien qu'il ait fallu 6 mois de combats brutaux pour atteindre sa conclusion inévitable, a démontré que le soutien de feu concentré et la logistique, lorsqu'ils sont combinés avec des tactiques compétentes et des soldats déterminés, créaient une forme de puissance militaire que les forces japonaises ne pouvaient simplement pas égaler. Pour les soldats japonais qui ont survécu à Guadalcanal et qui ont vécu pour raconter leurs histoires, la campagne représentait le moment où la réalité a détruit l'illusion. Ils ont appris que leur entraînement avait été basé sur de fausses hypothèses. Leur tactique avait été conçue pour un type de guerre différent. Leur logistique avait été inadéquate dès le début, et leur nation était engagée dans un conflit qu'elle ne pouvait pas gagner par des moyens militaires seuls. Les Américains qui se sont battus à Guadalcanal ont appris des leçons différentes mais tout aussi importantes. Ils ont découvert qu'ils pouvaient égaler les soldats japonais dans la brutalité du combat. Ils ont prouvé que la puissance industrielle américaine pouvait être traduite en victoire militaire. Ils ont développé des tactiques et une doctrine pour la guerre en jungle qui les serviraient bien dans les campagnes ultérieures. Et ils ont brisé le mythe de l'invincibilité japonaise, le remplaçant par une évaluation réaliste d'un ennemi coriace, déterminé, mais finalement défaisable. Guadalcanal était l'endroit où les troupes japonaises étaient terrifiées non pas par les soldats américains en tant que combattants individuels, bien qu'ils se soient avérés formidables, mais par l'application systématique, écrasante et implacable de la puissance de feu et des ressources matérielles que les forces américaines apportaient à chaque engagement. C'était une terreur née non pas de la peur de la mort, que les soldats japonais avaient été entraînés à accepter, mais de la réalisation que le courage et le sacrifice étaient sans sens contre un ennemi dont les fournitures ne s'épuisaient jamais, dont les blessés recevaient des soins, dont l'artillerie ne cessait jamais de tirer, dont les aéronefs contrôlaient les cieux, et dont la base industrielle pouvait remplacer les pertes plus vite que le combat ne pouvait les infliger. La transformation qui a commencé lorsque les forces japonaises ont d'abord rencontré la guerre de jungle américaine à Guadalcanal a marqué un changement fondamental dans la guerre du Pacifique. À partir de ce moment, les forces japonaises seraient sur la défensive, livrant une bataille perdue contre un ennemi dont les avantages matériels augmentaient avec chaque mois qui passait. La guerre de jungle de Guadalcanal est devenue le modèle pour les futures campagnes, prouvant que les forces américaines pouvaient combattre et gagner dans le terrain le plus difficile contre un ennemi déterminé, à condition qu'elles disposent d'une logistique adéquate, d'une coordination efficace et d'une puissance de feu écrasante.